Merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette quatrième session de nos recherches de l'IPLESP sur le Covid. On a 4 présentations qui vont être réalisées et après une table ronde sur un sujet qui, je pense, nous questionne tous, qui est celui de l'immunité collective. Je remercie très chaleureusement les intervenants. Également Anne-Geneviève Marcelin qui a accepté de modérer cette session et Pierre-Yves Boel qui animera la table ronde sur ce sujet qui le concerne de près parce qu'il travaille beaucoup dessus. Je vous rappelle que vous devez garder vos micros et votre visio éteintes, sauf bien sûr pour les intervenants. La session est enregistrée, vous pourrez réécouter si vous le souhaitez ou faire partager cette session sur YouTube, le site de l'université. Et les questions sont à adresser par le bouton converser, chat, et Anne-Geneviève posera les questions aux différents intervenants. Pierre-Yves animera la session, donc table ronde. Donc merci à tous, et donc Anne-Geneviève, à toi la parole. Merci Fabrice, bonjour à tous. Donc on est ravis d'avoir ce quatrième séminaire de l'IPLESP. Donc on va commencer tout de suite avec une première présentation qui va être faite donc par Bertrand Guidet qui appartient à l'équipe Pépite de l'IPLESP et qui va nous présenter donc des résultats sur une étude prospective européenne sur les patients âgés en réanimation et atteints de Covid. À toi la parole, Bertrand. Merci Anne-Geneviève, merci Fabrice, bonjour à tous. Oui, donc c'est une étude qui est focalisée sur les personnes âgées qui ont été admises en réanimation avec un Covid grave. C'est une étude qui a été faite sous l'égide de la Société européenne de réanimation et qui vient d'être publiée là ce mois-ci dans Crité Calcaire. On n'a pas de conflit d'intérêts, on n'a pas eu de financement privé pour cette étude. Il y a eu un soutien de la Société européenne, il y a eu un soutien de l'assistance publique à travers la fondation et puis un grant norvégien. Donc, globalement, ce que l'on a voulu tester, c'est l'impact de la fragilité chez les patients âgés et savoir si la fragilité rajoutait quelque chose à l'âge. Vous savez que l'âge a été beaucoup discuté comme facteur de choix de l'admission ou de la non-admission en réanimation. On a utilisé un outil qui a été développé par les Canadiens il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est un outil dont il existe d'ailleurs une version française validée, qui est une échelle de fragilité qui va de 1 à 9. On est considéré comme fit quand on est classé de 1 à 3, comme vulnérable quand on est classé 4, et au-delà de 4, on est considéré comme fragile. Donc, c'est une échelle qui est largement utilisée, dont on a regardé, nous, la reproductibilité interobservateur dans une publication du mois de février qui montre que c'est très reproductible. Et dans les études précédentes, on avait extrêmement peu de données manquantes, ce qui laisse à penser que c'est facile à recueillir. Alors, avec cet outil, on avait regardé dans une première étude européenne l'impact de cette fragilité sur le pronostic à 1 mois de personnes âgées de plus de 80 ans admises en réanimation. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire entre la fragilité ici en abscisse et la mortalité à 1 mois. Plus on est fragile, plus on meurt. On avait fait une deuxième étude où on avait regardé d'autres variables gériatriques en plus de cette fragilité. Et on retrouve dans cette étude de la même manière que la fragilité augmente la mortalité à 1 mois. Et donc, on avait une organisation européenne qui était présente avec un réseau de réanimateurs européens, avec des coordinateurs par pays qui avaient la charge de recruter les centres, de vérifier la qualité des données. Et on avait un centre administrateur. Et donc, il nous a été assez facile, dès le mois de mars, d'adapter finalement pour la période Covid un cahier d'observation en ligne et avec finalement exactement le même réseau. Les critères d'inclusion étaient un peu différents des études précédentes. On a baissé le seuil d'âge à 70 ans
et il fallait que les malades soient admis en réanimation et avec une infection Covid prouvée. Et donc, comme pour les études VIP précédentes, on avait un cahier d'observation électronique qui était basé au Danemark. Donc voilà les pays qui ont participé dans la première vague. Je vous présente là les résultats de la première vague. On a eu plus de 1300 patients qui ont été inclus. Et vous voyez que la France est le pays qui a le plus inclus, 27 réanimations actives, avec 390 patients inclus dans cette première phase. Quand on regarde les caractéristiques des patients, vous avez ici la totalité des patients. On voit qu'il y a une forte majorité d'hommes, et ça on le sait. La médiane d'âge était à 75 ans, donc je vous rappelle que le critère d'inclusion c'était plus de 70 ans. Ils avaient des défaillances d'organes, ce qui est évalué par le score SOFA. Et puis, ils avaient quand même pas mal de comorbidités, mais c'est tous des patients de plus de 70 ans. Alors, quand on compare les trois groupes, les fit, les vulnérables et les fragiles, on voit qu'effectivement, plus vous augmentez en fragilité, plus l'âge augmente, et c'est évidemment significatif. Ils sont peut-être un tout petit peu plus graves quand on regarde le SOFA, et ils ont certainement plus de comorbidités. Donc, c'est vrai que les patients fragiles n'ont pas les mêmes caractéristiques que les patients non fragiles ou vulnérables. Globalement, quand on compare la survie actuarielle à 3 mois et que l'on classe les malades en 3 catégories, on voit qu'il y a une différence considérable entre les malades fit, les malades vulnérables et les malades fragiles. C'est intéressant de regarder la distribution des malades dans ces 3 groupes. Vous voyez qu'on avait un nombre quand même non négligeable de malades fragiles et également de malades vulnérables. Cependant, on avait quand même une grande majorité de malades qui étaient dits fit. Et quand on compare ces pourcentages avec nos études antérieures, VIP 1 et 2, eh bien, on a plus de malades quand même fit. Mais les malades sont un peu plus jeunes que dans les études antérieures. Peut-être la plaque la plus intéressante, c'est la plaque qui inclut l'âge. Vous avez ici en bleu les malades qui ont moins de 75 ans. Je rappelle, la médiane d'âge est à 75 ans, donc on a séparé la population en moins de 75 et plus de 75. Et vous avez en rouge les malades qui ont plus de 75 ans. Et puis vous avez en très plein les malades qui ne sont pas fragiles, et puis pointillés ou encore plus pointillés les malades qui sont fragiles. Et donc, vous voyez qu'effectivement, quand on a moins de 75 ans, qu'on n'est pas fragile, on a finalement une survie à 3 mois qui n'est pas si mauvaise. Et la courbe qui est juste en dessous, c'est la courbe des plus de 75 ans, mais pas fragiles. Et donc, cette courbe, elle est nettement meilleure que les moins de 75 ans fragiles. Donc, ça, c'est un point qui est très important parce que toujours dans la discussion sur l'âge comme critère de sélection des malades à admettre en réanimation, ce que l'on montre avec cette étude, c'est que certainement l'âge n'est pas suffisant et que l'âge ne doit pas être utilisé seul pour décider ou non d'une admission en réanimation d'un patient Covid. Alors, quand on regarde les caractéristiques de prise en charge et la survie, on voit que la différence, elle se fait assez précocement. Vous voyez que dès le 10e jour après l'admission en réanimation, il y a une franche différence de mortalité chez les patients enfin de survie, là s'exprime en survie, chez les patients fit, vulnérables ou fragiles, évidemment qui se confirme à 3 mois, c'est ce que je vous montrais. On a une survie à 3 mois chez les fit de 59%, alors qu'elle n'est que de 33% chez les malades fragiles. L'autre point qui est important, c'est de regarder les limitations de traitement. Il y a eu beaucoup de littérature sur les patients Covid admis en réanimation et les papiers ne rapportent pas ces décisions de limitation de traitement, ce qui est évidemment un biais considérable parce qu'il y a une compétition chez les malades qui sont limités. On pourrait parler de prophétie autoréalisatrice. Effectivement, quand on regarde le pourcentage de malades qui vont avoir une décision de limitation de traitement, dans les 10 premiers jours, il y a une très grande différence et elle se confirme le long du séjour, mais quand même, il y a une grande différence. Et donc, les malades fragiles sont effectivement plus souvent l'objet d'une décision de limitation de traitement. Et ça se confirme quand on regarde la ventilation mécanique invasive. Les malades fragiles sont moins ventilés invasivement que les malades fit ou vulnérables.
Alors, quand on regarde le modèle de Cox non ajusté et qu'on compare les malades fragiles aux malades fit, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Quand on ajuste, parce que je vous rappelle que les caractéristiques des patients étaient un peu différentes selon l'échelle de fragilité. Donc, si on ajuste sur le sexe, l'âge, les comorbidités, le score SOFA, le BMI et le rapport PaO2 sur FiO2, on retrouve que la fragilité et un hazard ratio qui est plus élevé que chez les patients fit. Et quand on intègre dans l'ajustement les décisions de limitation de traitement, eh bien, le hazard ratio baisse, mais quand même, on retrouve encore qu'en plus de ces décisions de limitation de traitement, le fait d'être fragile rajoute un facteur de mauvais pronostic à 1 mois. Donc, ce qu'on peut conclure de ce papier, c'est qu'il faudrait généraliser l'utilisation de ce score de fragilité chez les patients âgés de plus de 65 ans. C'est validé chez les patients de plus de 65 ans. C'est d'ailleurs utilisé par les Anglais dans leurs algorithmes de priorisation d'accès à la réanimation. Et ce que l'on a montré aussi, c'est que même dans une situation de tension sur les services de réanimation, on pouvait recueillir cette information. Il y avait peu de données manquantes. Et on avait montré dans des études antérieures donc, que c'était reproductible quand c'était des observateurs différents ou quand c'était des personnes différentes qui répondaient, le patient lui-même, sa famille, ou à partir du dossier médical. Alors, ces données, on peut les comparer avec les données qui ont été coordonnées ici par l'étude de COVID-ICU, en particulier David Ajaj. Et le papier vient d'être accepté Annals of Intensive Care. Donc, je vous présente les courbes. Dans ce papier, on retrouve pareil l'effet de l'âge. Vous voyez, avec des cut-offs un peu différents, mais clairement, les patients qui sont dans la tranche d'âge supérieure à 79 ans, c'est-à-dire plus de 80 ans, ils ont vraiment un pronostic qui n'est pas bon à 3 mois. Et on retrouve aussi un impact de la fragilité, avec franchement une différence entre les malades non fragiles, c'est-à-dire 1 à 3, versus les autres. Au passage, on peut noter, donc c'est une étude essentiellement française, même s'il y a eu quelques centres suisses et belges, que la distribution des malades dans l'échelle de fragilité est différente. Il y a beaucoup moins de malades fragiles dans l'étude francophone, ce qui laisse à penser qu'on avait en France, en Belgique et en Suisse une pression plus importante et donc peut-être une sélection plus drastique à l'entrée que dans d'autres pays européens qui, lors de la première vague, ont été moins soumis à la pression sur l'accès à la réanimation. Alors, rapidement, le papier est soumis. On a continué les inclusions jusqu'à fin décembre. Et donc, on avait les données de la deuxième vague. Et on a comparé les caractéristiques des patients et les pronostics des malades selon qu'ils étaient admis la première vague ou la deuxième vague. Donc, évidemment, on a plus de malades parce qu'on avait l'ensemble des malades inclus dans les 2 vagues. Vous voyez qu'en France, il y a plus de 600 malades qui ont été inclus. On a gardé dans cette étude que les pays qui ont inclus dans les 2 vagues. Vous avez ici les caractéristiques des patients des 2 vagues. On a à peu près le même nombre de malades. On a arrêté la deuxième vague à fin décembre. On a des caractéristiques de patients qui sont un petit peu différentes. Il y a un point qui est intéressant, c'est de noter qu'on a l'impression que l'atteinte respiratoire est plus importante dans la deuxième vague, avec, vous voyez, un rapport PaO2 sur FiO2 qui passe de 126 à 104, ce qui pour nous est quand même une vraie différence. Ce qui a beaucoup changé dans les 2 vagues, c'est la prise en charge. Quand on regarde ici la ventilation mécanique invasive, vous avez en rouge, on va dire clair, la première vague et en rouge foncé, la deuxième vague. Vous voyez que les malades ont été beaucoup plus souvent ventilés artificiellement dans la première vague. Pour ce qui est de la ventilation non invasive, c'est l'inverse. Les malades ont eu plus de ventilation non invasive. Dans la première vague, ils ont eu plus de drogues vasoactives, mais peut-être lié au fait qu'ils étaient plus ventilés, donc plus sédatés, donc plus de nécessité de drogues vasoactives. Ils ont été également plus dialysés dans la première vague, peut-être aussi parce que les médicaments néphrotoxiques ont été réduits dans la deuxième vague.
Par contre, quand on regarde les décisions de limitation de traitement au cours du séjour, c'est strictement pareil entre la première et la deuxième vague. C'est intéressant de voir d'ailleurs que ça se distribue tout au long du séjour. Et quand on regarde la courbe de survie, eh bien, on a en fait une surmortalité dans la deuxième vague, ce qui n'était pas le résultat attendu. On pensait qu'avec la généralisation de l'utilisation des corticoïdes, avec une politique d'oxygénation moins agressive, moins de ventilation artificielle invasive, on aurait une mortalité plus faible. En fait, on a une mortalité même ajustée qui est plus importante. C'est peut-être aussi lié au fait que les malades qui sont admis en réanimation sont les malades qui sont en échec de traitement optimisé en salle, et en particulier avec les corticoïdes. Et donc, on s'est posé rapidement deux questions. Je vais aller assez vite. Bon, l'impact des limitations de traitement, clairement, il faut que ce soit rapporté dans les études, et la majorité des études ne les ont pas rapportées. Et puis, deuxièmement, et c'est soumis aussi pour publication, on a trouvé des résultats opposés à ce que l'on attendait sur l'impact des corticoïdes. Donc, globalement, les malades de la première vague ont reçu moins de corticoïdes, mais beaucoup moins, c'est le genre de 30%, alors que la deuxième vague, c'est plus de 95% de malades traités par corticoïdes. Eh bien, en fait, quand les malades ont reçu des corticoïdes, il y a une surmortalité. Et donc ça, c'est intéressant, on pourra le discuter. Quand on reprend en fait les études, en particulier la grande étude Recovery anglaise, qui a validé les corticoïdes comme traitement standard du Covid, et quand on regarde le détail sur les patients âgés, ben, ce n'est pas du tout évident que ce soit efficace chez les patients âgés. Et donc, on raisonne par extrapolation chez les patients âgés, et il faut probablement revisiter un certain nombre de recommandations qui peut-être ne s'appliquent pas chez les patients âgés parce qu'ils ont tout simplement été très peu inclus dans les essais. Et quand on regarde des analyses en sous-groupe, mais a posteriori, en particulier dans Recovery, il n'y a pas d'évidence que les corticoïdes soient efficaces chez les personnes âgées. Et on a regardé, nous, dans un certain nombre de sous-groupes, s'il y avait une modification et un profil de malade qui pourrait plus bénéficier des corticoïdes. Ben, absolument pas. Alors, parfois, l'intervalle de confiance groupe 1, mais globalement, il n'y a pas de signal que les corticoïdes soient bénéfiques chez les personnes âgées, ce qui fait peut-être repenser la stratégie de traitement de ces malades. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je suis bien sûr ouvert à la discussion. Merci beaucoup Bertrand. J'étais en train de mettre un petit mot dans le chat pour dire à toutes les personnes qui assistent au séminaire de ne pas hésiter à poser des questions. Pour amorcer la discussion, donc moi j'en avais une. Donc c'est vraiment, merci beaucoup pour ces résultats, c'était vraiment très intéressant, et c'est vrai que c'est assez frappant cette surmortalité dans la deuxième vague que tu observes, et peut-être le fait qu'effectivement les corticoïdes chez les patients âgés n'ont pas le bénéfice qu'on attendait. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait expliquer est-ce qu'il y aurait je sais pas, un mécanisme qui pourrait expliquer que les corticoïdes ne seraient pas, seraient pas aussi… Alors, il y a plusieurs choses. Donc, je pense que ça change effectivement l'histoire naturelle de la maladie et que peut-être la présentation est différente. Deuxièmement, il y a des effets secondaires des corticoïdes, en particulier, il y a des surinfections. Nous, on a noté des réactivations virales du HSV, du CMV, etc. C'est vrai qu'on a observé ça, je confirme, Oui. nous, on a observé ça, vraiment beaucoup de surinfections chez les patients en réanimation dans les vagues plus récentes. Et de l'aspergillose. Et de l'aspergillose, avec tous les problèmes de difficulté diagnostique de l'aspergillose pulmonaire invasive, mais on a eu quand même beaucoup de malades avec un faisceau d'arguments pour penser qu'ils avaient une aspergillose, et qu'on a traité d'ailleurs. Et donc, je pense que ça n'est pas anodin de donner des corticoïdes. Alors après, l'autre question, c'est la dose de corticoïdes, la stratégie d'administration des corticoïdes. Je rappelle que dans l'étude anglaise, c'est 6 mg kg pendant 10 jours. En fait, ça dépend bien sûr c'est pas 6 mg kg, c'est 6 mg par jour. Justement, ce n'est pas ajusté en fonction du poids du malade, ce qui est quand même bizarre, parce que souvent les personnes âgées peuvent être un peu dénutries, etc.
Et on a eu aussi l'impression, nous, chez certains malades, mais là, je ne parle pas des personnes âgées, que 10 jours, ben pourquoi 10 jours? Il y a certains malades, clairement, 10 jours, ce n'est pas assez. Et donc, ça veut dire qu'il faut certainement s'aider d'un certain nombre de marqueurs pour peut-être titrer les corticoïdes, à la fois sur la dose et sur la durée. D'accord, merci. Alors, il y a une autre question de Fabrice. Donc, dans le premier travail, le sexe semble associé avec la fragilité, avec plus de femmes chez les plus fragiles. Or, un sexe masculin est souvent considéré comme un facteur de risque de décès chez les patients atteints de Covid, ce qui semble opposé. Est-ce que vous avez regardé donc en stratifiant par sexe, comme tu l'as fait comme tu l'as montré pour l'âge? Non, non, on ne l'a pas fait, on peut le faire. Effectivement, regardez si… alors, le problème, c'est que dans nos études VIP antérieures, nos 2 grandes études, les patients, les femmes étaient plus âgées que les hommes, globalement, et donc elles étaient effectivement plus fragiles, mais il faut effectivement tenir compte, ajuster probablement sur l'âge. Mais donc, non, on n'a pas regardé spécifiquement ça. Sur le sexe, ok. Et Ouais, donc, une question de Pierre-Yves Bouel sur est-ce que donc la courbe de survie entre les vagues est ajustée? oui, 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 on a ajusté, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes malades, hein. Oui, oui, c'est ajusté, donc il y a une vraie surmortalité. Alors après, les critiques, parce qu'on a déjà eu le premier tour de review, là, les critiques, c'est de dire que on ne sait pas exactement comment on a travaillé en termes de sélection des malades. C'est une espèce de biais de recrutement. Et ça, effectivement, on n'a pas l'information, on n'avait pas une espèce de screening log pour répertorier tous les malades qui étaient proposés pour une admission en réanimation. On ne décrit que les malades qui sont effectivement admis en réanimation. Donc, on peut-être qu'il y a des variables, comme évidemment, c'est prospectif, mais c'est descriptif. Il y a peut-être des variables qui nous échappent et qui sont différentes dans les 2 populations. Ouais. C'est quelque chose qui était évoqué aussi par Fabrice. Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, de biais d'indication sur les corticoïdes que il suggérait? Alors sur la deuxième vague, pratiquement tous les malades étaient sous corticoïdes. C'est le standard of care, hein. Maintenant, d'ailleurs, dans les protocoles, c'est ce qui est préconisé quand on veut tester un autre produit. Mais par contre, effectivement, sur la première vague, dans la mesure où c'était de l'ordre de 30% de malades qui étaient traités par corticoïdes, alors que c'était à l'époque pas du tout le standard of care, peut-être que là, il y avait un biais d'indication. Oui. Et ça, ouais, ça rejoint un petit peu aussi une autre question qui est posée sur, au cours de la seconde vague, on pourrait penser que le fait que les malades soient plus graves à l'admission puisse avoir joué sur le pronostic des patients. Est-ce que les analyses de survie ont été ajustées sur la PaO2 à baseline ou sur un score de propension? Non, on n'a pas fait un score de propension, mais on a ajusté sur le SOFA, hein. Mais le SOFA, c'est un score de défaillance d'organes où on regarde 6 organes et pour chaque organe, c'est classé de 0 à 4. Mais c'est assez grossier le SOFA. C'est pour ça que moi, je suis assez intéressé quand même par le rapport PaO2 sur FiO2. C'est-à-dire qu'effectivement, les malades dans la deuxième vague avaient l'air d'être plus hypoxémiques quand même que lors de la première vague. Et l'autre chose, c'est que, enfin, ça dépendait du délai entre l'admission à l'hôpital ou le début des symptômes et l'admission en réanimation. Mais on peut penser qu'un certain nombre de malades de la deuxième vague étaient admis en échec d'un traitement bien conduit en salle et qui expliquait que peut-être ces malades étaient finalement plus graves. Oui. Ouais, c'est un peu, ouais, tout à fait. C'est ce qui est souvent discuté, hein, dans les cellules de crise, c'est que on a l'impression que les patients arrivent quand même un peu plus graves. C'est ça. Mais en tout cas, ce que l'on espérait, c'est qu'avec l'utilisation des corticoïdes et avec une stratégie d'oxygénation moins agressive, on améliore le pronostic. Et en fait, pas du tout. Ok, bah super. Je crois qu'on a vu un peu l'ensemble des questions.
On va pouvoir passer à la présentation suivante. Est-ce que tu peux départager ton écran, s'il te plaît, Bertrand, pour que on puisse… Ça y est, c'est fait. Donc, normalement, super, merci. Voilà, comme ça, on va accueillir Karine, Karine Lacombe, qui appartient à l'équipe Clépierre et qui va nous présenter donc des résultats de l'essai Coriplasme, dont elle est l'investigateur principal, sur l'efficacité de l'injection de plasma de patients guéris de la COVID-19 chez des sujets hospitalisés. Et donc, on est très content de voir ces résultats, Karine. Ok, alors, je suis désolée, je vais vous décevoir parce qu'en fait, je n'ai pas… C'est pas les résultats. Non, alors, bon, en fait, on a fini le recrutement, mais on vient de finir le recrutement il y a 2 semaines. Donc, évidemment, le critère de jugement étant à 28 jours, les 3 derniers patients ne sont pas encore arrivés au critère de jugement. Et en plus, voilà, il y a le monitoring, etc. Donc, je pense que si on veut vraiment les résultats de cet essai-là, il faudra attendre l'un des prochains séminaires. En revanche, je vous ai quand même fait un point sur la place du plasma de convalescent dans la COVID-19 pour mettre aussi en perspective les autres travaux que l'on mène sur les sujets à côté de Coriplasme lui-même. Alors… Est-ce que tu peux te mettre en mode de présentation? Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est bon là? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Très bien. Donc, je voulais quand même vous rappeler un peu le principe de la plasmathérapie pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout des cliniciens, parce qu'en fait, c'est une thérapeutique qui a été utilisée dans les infections virales et les infections bactériennes depuis très longtemps. Vous voyez par exemple que la plasmathérapie a été à l'origine du premier prix Nobel de médecine en 1901, Adolf von Behring, qui a reçu le prix Nobel pour la mise au point de l'antitoxine, la diphtérie, du tétanos, et qui a démontré l'intérêt d'un transfert d'immunité dans les maladies virales ou bactériennes. Alors, 4 mécanismes d'action potentiels des anticorps anti-SARS-CoV-2 transmis par le plasma. D'abord, une neutralisation des virions, une virolyse anticorps dépendant, une présentation d'antigènes anticorps médiés. Donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement une fonction antivirale, mais également quelque part une fonction immunitaire, et une cytotoxicité qui est également anticorps médiée par une apoptose par attraction des cellules natural killer. Sur cette diapo, vous voyez à gauche une image à destination du grand public tirée du JAMA qui explique vraiment le principe de l'aphérèse qui va permettre de constituer les collections de plasma. Donc, en ce qui concerne la façon dont le plasma de convalescent a été collecté en France, c'est ce que vous avez sur la partie droite de la diapo. Donc, en gros, une personne convalescente d'une infection SARS-CoV-2 prouvée sur le plan virologique, après 14 jours, pouvait être éligible à l'aphérèse. Donc, l'aphérèse, c'est 650 millilitres de sang dont on va garder que le plasma. Donc, on va retransfuser les globules rouges et les globules blancs. Et vous voyez, la fréquence, c'est 3 fois dans un minimum de 15 jours d'intervalle. Il a ensuite fallu qualifier ces dons, être sûr que les anticorps collectés avaient été vraiment neutralisants. Et puis, vous voyez qu'ensuite, le plasma a été cryopréservé avec un titre de neutralisation supérieur à 1/40 pour être du plasma de convalescent. Et évidemment, les plasmas qui n'étaient pas considérés comme des plasmas de convalescent n'ont pas été jetés. Ils ont été collectés et remis dans le circuit habituel du plasma. Donc, vous voyez qu'entre le 7 avril et le 12 juin de l'année dernière, il y a eu 2869 donations de plasma. Et vous voyez aussi que tous les plasmas ne peuvent pas être qualifiés alors que les patients avaient un Covid prouvé, enfin avaient guéri d'un Covid prouvé, ce qui montre bien que ce n'est pas parce qu'on a fait un Covid qu'on a des anticorps neutralisants. Donc on a pu qualifier à peu près 2/3 des dons, et ce qui nous a donné 4700 unités de plasma. Donc ce sont ces unités de plasma que l'on a utilisées dans Coriplasme, mais également dans le protocole d'utilisation thérapeutique du plasma dont je vais vous parler. Ça fait partie des travaux que l'on mène sur l'efficacité du plasma chez les patients immunodéprimés. Alors, quels sont les enjeux autour de l'utilisation du plasma convalescent dans la COVID-19? Ils sont au nombre de 3.
tout d'abord, évidemment, l'efficacité et la sécurité d'emploi, puisque ce n'est pas un médicament standard, c'est un produit sanguin labile, et qu'il était extrêmement important d'être absolument sûr de son efficacité avant de la déployer comme traitement d'une nouvelle maladie. Ensuite, on a très vite vu avec les premiers cas d'utilisation du plasma que dans la COVID-19, comme avec tous les antiviraux, dans ce contexte-là, on avait vraiment un enjeu très important autour du timing de la transfusion. Et puis ensuite, un troisième enjeu important, c'est la population cible de la transfusion. Est-ce que tout le monde est éligible avec la même efficacité attendue, ou est-ce que le plasma chez certaines personnes sera plus efficace que chez d'autres? Alors, je dois vous dire qu'au bout d'un an, on commence tout de même à avoir des idées un peu précises sur ces 3 points. Alors, tout d'abord, en termes de sécurité d'emploi et d'efficacité, il faut savoir que les Américains, mais également les Anglais, mais principalement les Américains, ont utilisé le plasma très tôt et de façon extrêmement large, sans beaucoup de précautions. Alors, d'un côté, on a eu des résultats très forts sur la tolérance. De l'autre côté, vous verrez que quand on utilise le plasma chez n'importe qui et un peu n'importe comment, il est difficile de mettre en avant, d'être très pertinent dans l'évaluation de son efficacité. Alors, dans ce papier, qui a été publié dans JCI il y a quelques mois, on rapporte la tolérance des 5000 premiers patients américains qui ont reçu du plasma. Et donc, vous voyez qu'en fait, quand on regarde les résultats, ils ne sont pas très différents de ce que l'on obtient avec du plasma standard. En ce qui concerne l'impact du taux d'anticorps sur la mortalité à 30 jours, donc là aussi, c'était quand même quelque chose d'assez important qui montre qu'en fait, plus le taux d'anticorps dans le plasma est élevé, et bien plus ça impacte de façon positive la mortalité à 30 jours. Ce qui était un peu attendu, mais vous verrez que l'un des enjeux majeurs dans l'évaluation de l'efficacité des plasmas, c'était les très grandes différences d'utilisation d'anticorps en termes de taux d'anticorps, mais également en termes de quantité de plasma transfusé. Alors, à la suite de ces données d'efficacité, de ces données de tolérance qui ont été publiées relativement rapidement, l'Agence nationale de sécurité du médicament a permis en France l'utilisation du plasma de convalescent dans le cadre d'un accès rapide de ce qu'on appelle un protocole d'utilisation thérapeutique. Donc, vous voyez, à partir du 24 avril 2020, on a pu utiliser en France, indépendamment de l'efficacité présumée, le plasma, en particulier parce qu'on n'avait pas d'autres traitements disponibles pour la COVID-19 et parce qu'il a été considéré que l'on ne prenait pas de risque en termes de sécurité. Donc, le deuxième enjeu important, évidemment, peut-être l'un des principaux, c'était d'évaluer son efficacité et de définir le timing de transfusion. Alors, je vous ai mis sur ce tableau les 4 essais principaux. Alors, il y en a d'autres qui s'inscrivent dans une dynamique assez importante d'essais thérapeutiques dans les services de médecine, mais également dans les services de réanimation. Avant ces 4 essais-là, qui sont des essais prospectifs, donc ce ne sont pas des essais émulés, ce ne sont pas des cohortes exposées, non exposées, ce sont de vrais essais prospectifs, donc des essais randomisés. Et je vous ai mentionné ces 4-là parce que ce sont ceux qui ont été publiés dans des grands journaux, sauf le dernier qui est toujours publié dans Archives Medicine. Donc, en gros, soit les patients recevaient du plasma de convalescent, soit ils recevaient une prise en charge standard. Et dans le dernier, vous voyez que la prise en charge standard, c'était en fait du plasma de patients non convalescents. Extrêmement important, le pourcentage de cas modérés ou sévères dans chacun de ces essais. Donc, vous voyez que déjà, les essais sont difficilement comparables entre eux parce que le type de patient inclus n'était pas le même. Les patients pouvaient n'avoir que des formes modérées, par exemple dans le papier de Agarwal du BMJ, où ils pouvaient avoir des patients qui étaient intubés, voire recevant de l'ECMO.
un point très important en ce qui concerne le timing de transfusion, vous voyez, c'est les patients qui recevaient le plasma relativement tard dans l'évolution de la maladie, alors que quand même, on considère le plasma comme un antiviral plus qu'un immunomodulateur. Et vous voyez qu'en général, c'était plus de 8 jours du début des symptômes, avec là aussi des titres d'anticorps extrêmement différents d'un essai à l'autre, un nombre de poches de plasma transfusées également différent. Ça allait de 1 poche à 4 poches sur 1 ou 2 jours. Et idem pour les critères de jugement. Donc, il y avait en gros un critère de jugement sur l'amélioration clinique, mais l'amélioration clinique dans tous ces essais n'était pas évaluée de la même façon. Et le critère de mortalité à 28 jours, qui là aussi était peut-être le critère qui était le plus dur, on va dire. Vous voyez qu'en gros, en termes d'amélioration clinique, aucun de ces essais n'a rapporté une efficacité du plasma dans la population tout venant, où les patients ont été transfusés en gros plus d'1 semaine après le début des symptômes. Alors, il y a peut-être, donc, le critère de mortalité à 28 jours est un critère secondaire d'évaluation dans l'essai de O'Donnell. Et là, il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose en faveur du plasma, mais vous voyez, un critère de jugement secondaire, alors que le critère de jugement primaire, qui était l'amélioration clinique, lui, n'a pas été atteint. Alors, tout de même, parmi tous ces essais, il y en a un qui a inclus des milliers de patients, donc qui est l'essai Discovery. Vous savez que l'essai Discovery est un essai plateforme qui a été monté en Angleterre avec plusieurs bras de traitement, de plein de traitements antiviraux ou immunomodulateurs. Et parmi tous ces bras, il y avait un bras plasma. Donc, je vous rapporte ici les 3 bras qui étaient comparés. Donc, le bras Régénéron, pour l'instant, est encore en cours d'évaluation. Et vous voyez, titre d'anticorps 1 centième, encore différent de ce que je vous ai montré avant, 2 unités de plasma. En gros, les patients ont reçu le plasma 9 jours après le début des symptômes. Il faut savoir que parmi tous les patients inclus, vous voyez plus de 10 000 patients inclus, bien 62% d'entre eux, à 9 jours, avaient déjà des anticorps anti-SARS-CoV-2. Et vous voyez aucune différence entre plasma de convalescent et la prise en charge standard. Alors, c'est dans ce contexte qu'en avril l'année dernière, on a mis en place l'essai Coriplasme, qui est un des essais de l'essai plateforme Core Immuno 19. Donc, notre critère de jugement principal était aussi l'efficacité clinique de l'utilisation de plasma hyperhumain à J14 de la randomisation, avec un critère secondaire à J28. Donc, ce critère principal de jugement, c'était la survie sans ventilation ou utilisation de traitements immunomodulateurs autres que les corticoïdes. Et puis, bien sûr, un critère de jugement également sur la sécurité d'emploi du plasma hyperhumain. Donc, je passe assez vite sur les critères d'évaluation et objectifs secondaires. Donc, les critères d'éligibilité, il fallait que les patients soient inclus dans la cohorte Core Immuno 19 et qu'ils aient un Covid de gravité modérée, puisque pour nous, il fallait empêcher le passage en réanimation, mais également l'utilisation d'immunomodulateurs. Donc, les critères d'inclusion sont assez standards. Donc, en termes de visite de suivi, donc nous, on a privilégié la quantité de plasma, donc 2 poches de plasma à J0, J1, avec un suivi jusqu'à J28. Et où en sommes-nous actuellement? Donc, on a inclus tous les patients. Donc, je vous rappelle que Core Immuno 19, c'est un essai avec une méthode d'analyse bayésienne. Donc, il y a peu de patients inclus. Donc, on a inclus 120 patients. On n'a pas eu d'effet indésirable grave qui ont conduit à un signal de sécurité. Et on espère avoir les résultats finaux pour fin juin 2021. Le troisième enjeu dont je vous ai parlé, c'est le timing de transfusion et la population cible. Alors, est-ce que cette population cible pourrait être les personnes âgées, en particulier quand elles sont transfusées tôt? On a un essai qui a été publié dans le New England au mois de décembre, qui est très intéressant parce que c'est le seul essai où la transfusion a été effectuée dans les 3 jours après le début des symptômes. Ça s'est passé en Argentine. Les patients étaient dans des EHPAD et ils ont été transfusés après avoir été dépistés positifs par cas contact. Donc, vous voyez, donc c'est un essai en plus randomisé en double aveugle, avec soit du plasma de convalescent, soit du plasma standard. Et vous voyez qu'ils ont atteint leur critère de jugement primaire qui était sur la sévérité de la maladie. Donc, peut-être que personnes âgées,
où on transfuse très tôt, c'est-à-dire dans les 3 jours qui suivent le contact avec un patient malade, eh bien, ça peut éviter un passage en hospitalisation, enfin une aggravation, un passage en hospitalisation. Alors, autre chose, autre population cible, les patients immunodéprimés. Donc là, effectivement, on s'est très tôt, dans le cadre du PUT, posé la question des patients immunodéprimés présenter un déficit lymphocytaire B, parce qu'on sait que ces patients-là n'arrivent pas à monter de réponse anticorps contre de nombreuses infections virales. Donc l'objectif principal, c'était de voir si un transfert passif d'anticorps neutralisants chez ces patients pouvait faire que le déficit de l'immunité humorale n'allait pas entraîner une aggravation de la pathologie Covid. Alors, on a mis en place une étude de cohorte qui s'appelle Coriplasmidé, qui est en fait nichée à l'intérieur du plasmate convalescent. Et on a fait pour l'instant 2 types de travaux. Donc, tout d'abord, une analyse rétrospective donc observationnelle multicentrique de patients qui ont reçu du plasmate convalescent par la réunion de concertation pluridisciplinaire nationale qui se réunit 2 fois par semaine et au cours de laquelle on discute les octrois de PUT. Donc, ça a donné naissance au premier papier. Alors, que 17 patients, mais c'était vraiment une preuve de concept. Des patients qui avaient une hypogammaglobulinémie profonde et pour la grosse majorité, une alymphocytose B avec malgré tout une réponse cellulaire T qui était effective et spécifique. Donc, on a déjà montré qu'il n'y avait pas d'effet indésirable et surtout qu'il y avait un bénéfice clinique très important pour 17 patients, pour 16 patients sur les 17, un patient étant décédé en réanimation d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Donc, les travaux en cours actuellement sont de 2 ordres. Donc, dans les suites de ce premier papier, au sein de l'équipe, on a monté une cohorte exposée non exposée de patients qui ont des hémopathies lymphoïdes ou myéloïdes et qui ont reçu du plasma dans le cadre de la RCP nationale, 110 patients dont on a fini l'analyse des données et que l'on va combiner à 200 sujets qui n'ont pas reçu de plasma mais qui ont les mêmes caractéristiques de pathologie myéloïde ou lymphoïde et que l'on a pu récupérer de la cohorte lymphovir. Et puis, nous avons monté une cohorte ambispective de patients immunodéprimés B et T qui ont reçu du plasma dans le cadre de la RCP nationale. C'est environ 800 patients qui ont été transfusés. Donc, cette cohorte vient de recevoir un financement d'amorçage de la Fondation Corian par la FRM. Et ce qui va nous permettre donc dans cette cohorte ambispective, on va inclure les 800 patients déjà transfusés, mais également tous les patients que l'on transfuse. On en transfuse à peu près une trentaine par jour au niveau national. Donc, d'avoir cette cohorte nationale dans laquelle on va pouvoir évaluer non seulement l'efficacité du plasma, mais également l'émergence de variants chez les patients qui rechutent après transfusion de plasma et l'efficacité de la vaccination, efficacité du plasma chez les patients vaccinés non répondeurs, etc., etc. Donc, pour finir, dernière diapo, la leçon à retenir de l'utilisation de plasmate convalescent, c'est déjà dans tous les essais qui ont été publiés, la disparité des protocoles de transfusion, la disparité des taux d'anticorps neutralisants, la disparité des délais de transfusion, et très probablement qu'en population générale, si le plasma devait être utilisé, il faut l'utiliser extrêmement tôt, et c'est en fait la même problématique avec tous les antiviraux. Et donc, l'enjeu de la plasmathérapie Covid, c'est d'identifier les patients qui sont les plus à même de bénéficier de la transfusion de plasma. Donc, en post-exposition chez les patients âgés, c'est un peu la même population que ceux qui pourraient bénéficier des anticorps neutralisants, éventuellement en prévention. Et en fait, on commence à en faire pour les patients qui sont sous chimiothérapie et qui ne répondent pas à la vaccination. Et puis, bien sûr, les patients immunodéprimés, qui est actuellement notre cible d'analyse pour l'année à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Karine. Donc, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Alors, j'en ai pas vu dans le chat. Moi, je vais t'en poser une. Tu disais au début de ta présentation qu'il y avait environ 2 tiers des dons qui étaient qualifiés.
Finalement, c'est pas tant que ça. Non. C'est assez étonnant, à ton avis. Enfin, c'est quoi? C'est principalement en raison du taux Oui, taux c'est que les d'anticorps neutralisants qui n'est pas assez élevé? Oui, c'est ça. Il n'y a pas assez d'anticorps neutralisants pour en faire des dons qualifiants, pour être qualifiés de plasma convalescent. Il y a maintenant des normes internationales qui permettent de qualifier le don. Et il y a quand même un tiers des patients qui, malgré un Covid prouvé, ne développent pas d'anticorps neutralisants. Alors, on va aller assez vite parce qu'il faut qu'on enchaîne après sur l'autre présentation. Il y a une première question sur l'impact des variants sur la capacité neutralisante. Est-ce qu'on pourrait imaginer mélanger des plasmas de donneurs infectés pour élargir le spectre d'activité de la neutralisation? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Alors, sur le plan théorique, c'est envisageable. Donc, déjà, il faut savoir que le plasma convalescent est tout à fait, garde toute son activité neutralisante sur les variants UK. En revanche, il y a une diminution d'efficacité sur les variants brésiliens et sud-africains. Et en fait, chez les patients qui ont ce type de variant, on transfuse des poches qui ont un très haut taux d'anticorps neutralisants parce qu'on a aussi des taux de neutralisation qui sont différents en fonction des poches. Donc, on sélectionne ces poches-là pour les patients dont on connaît le résultat du criblage. Et effectivement, théoriquement, on pourrait se dire on va utiliser du plasma de convalescents variant brésilien ou autre, mais en fait, dans les faits, c'est quasi impossible parce que la majorité des patients n'ont pas de résultat de génotype. N'ont pas de génotypage, quoi. Il n'y a pas de résultat de criblage connu du patient quand il va donner son plasma. D'accord. Dans la pratique, parce que en théorie, il devrait l'avoir, mais bon. Mais en pratique, les labos de ville ne donnent jamais le résultat du criblage. Malheureusement. Malheureusement, oui. D'ailleurs, ça nous pose des soucis pour d'autres indications. Et alors, une dernière question, si tu peux répondre assez rapidement. Oui, c'est une autre question intéressante et je pense que tout le monde se pose, c'est sur l'utilisation du plasma de convalescent et la sélection possible de variants résistants et en particulier chez des patients immunodéprimés qui ont un temps de réplication long. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette problématique-là en Royaume-Uni. On dit même que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu l'émergence du variant anglais. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Geneviève. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses parce que dans des populations où le virus circule beaucoup à un très fort niveau, on a utilisé du plasma, mais je pense de façon trop large, à mon avis, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, avec des poches de plasma dont le titre d'anticorps n'était pas toujours très élevé, en tout cas le pouvoir de neutralisation, peut-être pas assez de plasma, etc. Ça semble assez logique qu'un patient qui réplique depuis des semaines et des semaines, on lui donne un plasma peu neutralisant et pas beaucoup, et bien qui ait rapidement un échappement viral. Donc, on a cette problématique-là chez nos patients qui sont très immunodéprimés, qui, malgré 2 transfusions de plasma neutralisant, continuent d'avoir une réplication virale. Et on a vu l'émergence d'une mutation, et en particulier la mutation 484. Et c'est pour ça qu'avant de retransfuser, on fait toujours un criblage, voire un séquençage, et ensuite, on discute de ces dossiers en RCP pour justement voir si ça vaut le coup de retransfuser un patient avec des poches de plasma avec un plus fort taux d'anticorps. Ouais, je pense que c'est vraiment effectivement très important de bien surveiller ces patients de manière longitudinale. Et juste peut-être pour dire un dernier mot, c'est pour savoir, oui, très rapide. En fait, il y a un papier qui vient de sortir et qui montre que les patients qui ont été infectés, qui sont vaccinés, ce sont ceux qui ont un taux d'anticorps neutralisant le plus élevé, et c'est probablement l'avenir de la transfusion de plasma de convalescents. Donc, récupérer ces patients qui sont des patients convalescents vaccinés. Une dose. Ouais. Ok, merci beaucoup Karine. Une question à côté de ce que dit maintenant.
combien de temps après de la vaccination? 3, 4 semaines, quand sera les meilleurs moments? Il n'y a pas de recommandation très fixe pour l'instant. On dit 3 à 6 mois. 3 mois après la maladie. Pour la vaccination, ouais, oui, c'est entre 3 et 6 mois et de préférence plutôt autour de 6 mois. Merci. On passe donc à la présentation suivante. Donc, c'est Cécile Villermoz de l'équipe RS qui va nous présenter donc, une étude épidémiologique et interventionnelle sur la santé mentale des professionnels de santé durant la pandémie. Est-ce que tu peux donc partager ton écran, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Ouais, et le mettre en diaporama et démarrer ta présentation. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc ce projet vous avait été rapidement présenté au SAB en novembre dernier. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter plus en détail le contexte de ce projet, nos choix méthodologiques et l'état d'avancement du recrutement. Donc ce projet, il est coordonné principalement par Laetitia Bertuzzi et moi-même, et d'autres personnes de l'équipe RS participent activement aussi à ce projet. Donc la plupart des membres est affiliés à d'autres institutions. Nous collaborons avec Merit Schreiber, qui est un psychiatre de UCLA qui a développé le dispositif que nous utilisons dans ce projet. Et nous collaborons aussi avec Wissam Elhaj, qui est un psychiatre et directeur du Centre d'investigation clinique de Tours et qui mène une autre investigation, une autre intervention sur les soignants, dont je vous parlerai après. Donc, ce projet a reçu un financement de l'ANR dans le cadre d'un appel à projet Flash en 2020. Donc, la conception de ce projet, Psychover, a débuté en mars 2020 dans un contexte où, face aux nombreux témoignages de souffrance psychologique des soignants dans les médias et face à l'absence d'intervention au dispositif de soutien psychologique des soignants à ce moment-là, nous avons souhaité améliorer la connaissance sur la présence des troubles de la santé mentale chez les professionnels de santé dans ce contexte de crise, mais aussi de tester un dispositif qui permettrait d'améliorer leur capacité à faire face à ce stress. Donc, qu'est-ce qu'indique la littérature? Alors, même si la plupart d'entre vous le savent, il convient de rappeler que la pandémie est survenue en France dans un contexte de tension hospitalière forte, avec de nombreuses manifestations, grèves, démissions à la fin de l'année 2019, et où les soignants exprimaient notamment la dégradation de leurs conditions de travail. Et pourtant, jusqu'alors, les études sur la santé mentale des soignants étaient assez rares. Donc, les premières études sur la santé mentale des soignants en Chine durant l'épidémie de Covid-19 indiquent, comme les études antérieures, un stress élevé, notamment dû à la surcharge de travail, au manque d'information et de protection, à la peur de contamination pour soi, mais aussi pour son entourage, mais aussi à cause des questions éthiques et morales que se posent dans la prise en charge des patients. Or, on sait qu'à la suite d'un stress élevé, on peut observer des réactions immédiates et à court terme qui sont notamment les difficultés à s'endormir ou à rester endormi, l'hyperactivité, des troubles de l'alimentation, de l'activité, mais aussi de la somatisation, tels que des maux de tête, d'estomac ou autres douleurs corporelles. À court et moyen terme, après une période de stress élevé, on augmente aussi le risque de survenue de détresse psychologique, de troubles dépressifs ou d'anxiété, d'abus de substances psychoactives ou encore d'état de stress post-traumatique lorsqu'on a craint pour sa vie ou pour celle d'un proche. Donc, une méta-analyse réalisée sur 65 études sur la santé mentale des professionnels de santé entre décembre 2019 et juillet 2020 indique des prévalences assez élevées d'insomnie, d'anxiété, de dépression, d'état de stress post-traumatique, mais aussi d'épuisement professionnel. Il apparaît aussi que donc, ces troubles sont plus fréquents chez les femmes, les infirmiers et les soignants dits de première ligne. Donc, on a voulu vous mettre des chiffres aussi en population générale, mais pour comparer, mais les pays où sont menées ces études sont un peu différentes pour le moment. Et donc, les prévalences varient. Et par exemple, pour l'anxiété, on peut avoir 6 à 51%
en prévalence. Donc ici, ce n'est pas très informatif. Quand on s'intéresse aux dispositifs existants chez les professionnels de santé pour prévenir ou réduire l'apparition de ces réactions et de ces troubles, la littérature est assez peu fournie. En France, il existe des dispositifs comme des plateformes téléphoniques ou en ligne, dont 2 sont exclusivement réservés aux professionnels de santé. Le papier de Geoffroy décrit la mise en place de l'outline réservée au personnel de la PHP, mais il n'y a pas d'évaluation de l'efficacité de cette hotline, étant donné qu'il n'y avait pas de suivi et c'était simplement des appels anonymes. Pour le moment, en France, il n'y a aucune étude publiée sur une intervention auprès des professionnels de santé qui permettrait de réduire significativement l'apparition ou la présence de troubles. Mais en revanche, il y a plusieurs études qui ont commencé ou qui vont être lancées, mais dont un essai thérapeutique randomisé mené par Wissam El Hadj, donc au Centre d'investigation clinique de Tours, qui propose aux soignants des consultations avec des psychologues de ville en cas de détresse psychologique identifiée lors de leur participation à un questionnaire en ligne. Une méta-analyse publiée en novembre 2020 sur 16 interventions sur la résilience et la santé mentale chez les professionnels de santé, donc lors de la pandémie, mais aussi lors de 3 épidémies précédentes, indique qu'il y a différents types d'interventions, avec plus ou moins des limites. Mais aucune étude n'a mesuré vraiment l'efficacité de leur intervention. Donc, les auteurs soulignent bien sûr qu'il est urgent de le faire. Donc, ce qu'on a pu constater lors de l'étude de la littérature sur la santé mentale et les interventions en santé mentale auprès des professionnels de santé, c'est que ces études les études menées, en tout cas jusqu'à présent, étaient souvent transversales. Il est nécessaire d'étudier la dynamique des troubles. Les études sont souvent menées auprès des professionnels les plus exposés, aux urgences, en réa. Pourtant, il apparaît que d'autres professionnels sont aussi impactés par la pandémie. Et les professionnels de santé aussi forment une population socialement très hétérogène, mais il y a peu d'études qui étudient les inégalités sociales de santé mentale dans cette population. Et comme on vient de le voir précédemment, les rares études décrivant une intervention dans cette population en France et même ailleurs ne mesurent pas l'efficacité des interventions. Il est nécessaire donc de combler cette lacune. Donc, dans ce contexte, nous avons pensé à mener un projet de recherche exclusivement en ligne et dont les objectifs sont d'évaluer la présence de troubles et leur évolution, de troubles de la santé mentale à 1 et 2 ans après le début de la pandémie, d'identifier les déterminants sociaux associés à la présence de ces troubles, d'évaluer l'efficacité d'un dispositif existant visant à améliorer la capacité à faire face au stress. Je vais vous le présenter juste après. Et de décrire les stratégies de résilience qui pourraient être employées par les participants lors de l'intervention. Donc, l'étude observationnelle se déroulera donc en 2 vagues, à 1 et 2 ans après la pandémie, et l'étude interventionnelle se déroulera une fois pendant la première vague. Donc, nous avions réalisé une étude pilote l'année dernière en mai 2020 et nous sommes actuellement à J15 du début de la première vague d'enquête. Donc, je vais vous décrire l'intervention. Donc, celle-ci consiste tout d'abord à utiliser le dispositif PsyStart Responders, qui est un auto-questionnaire de 21 items qui permet d'évaluer rapidement l'exposition en fait, à des facteurs de stress modérés à élevés dans le cadre de la pandémie de Covid-19 chez les professionnels de santé. S'il apparaît que le participant est exposé à des facteurs de stress, il lui est proposé d'utiliser le programme Anticipate Plan DITER, qui vise à améliorer la capacité de résilience et qui comporte 3 phases. Donc, la première est une courte formation sur les facteurs de stress auxquels le participant, enfin, le professionnel de santé peut faire face, mais aussi les possibles répercussions de ce stress sur sa santé. La deuxième est aussi sur la vie quotidienne. La deuxième phase de ce programme est celle de l'élaboration d'un plan de résilience par le participant lui-même, donc guidé par l'outil,
où l'on doit lister ses propres réactions et difficultés quotidiennes que l'on rencontre au travail. Et ensuite, lister aussi les manières dont on pourrait faire face à ces difficultés et aussi renseigner le soutien social dont on dispose. La troisième phase renseigne sur la manière dont on devrait mettre en place ce programme. Donc, pourquoi avoir utilisé ce dispositif ? Déjà parce que c'est un dispositif dont la faisabilité a été testée dans d'autres pays. Il est rapide à mettre en place, il est mobilisable à tout moment, bien sûr si on a Internet, et ne requiert pas la présence d'un tiers, ce qui est pratique dans les conditions actuelles. Enfin, il a été démontré que les facteurs de stress du questionnaire de PsyStart sont prédicteurs de la survenue d'un état de stress post-traumatique et de symptômes dépressifs à court terme. Enfin, si cette intervention venait à faire ses preuves dans notre étude, nous pourrions aussi en proposer un outil de veille sanitaire tel qu'il existe en fait aux États-Unis déjà actuellement, où en fait les données individuelles sont collectées sur une plateforme et sont étudiées de manière agrégée par CDC afin de surveiller une dégradation potentielle de la santé mentale des soignants sur une unité géographique donnée. Donc, les critères d'inclusion dans le projet sont de travailler ou d'étudier au sein d'une structure mission en France, d'une structure de santé, qui reçoit des patients atteints ou potentiellement atteints du Covid-19. Les participants doivent avoir un niveau avancé en français ou en anglais pour répondre et avoir plus de 18 ans. Et les professions donc incluses dans l'étude étaient donc les professions médicales, les auxiliaires médicaux, les professions de la pharmacie et la physique médicale, les professions administratives et les professions assimilées à la santé. Donc l'enquête se faisant exclusivement en ligne, les sources de recrutement sont donc les réseaux sociaux, le contact du milieu académique. Nous avons aussi recensé plus de 200 associations et sociétés savantes médicales, ordres médicaux, syndicats médicaux, mais aussi quelques ONG qui délivrent du soin. Donc nous les avons contactés afin qu'ils diffusent l'enquête à leurs affiliés adhérents. Cette semaine, nous allons également contacter les CHU France et contacter certaines revues médicales françaises non scientifiques. Donc, la participation à l'enquête se fait donc via la plateforme Lyme Survey, donc via un lien web ou un QR code qui est disponible sur la fiche de diffusion, qui demande donc de s'enregistrer obligatoirement afin de recevoir un lien de connexion personnelle. Et le consentement écrit donc est recueilli en ligne et les données sont bien sûr anonymisées. Donc, lors de leur première connexion à l'enquête, donc la partie observationnelle de l'étude, nous collectons des données sur les caractéristiques sociodémographiques des professionnels de santé, leur situation professionnelle, leurs conditions de travail, des informations sur leur santé en général, la consommation de substances, le soutien social, l'épuisement professionnel et la santé mentale, avec des événements comme la dépression, l'anxiété, l'état de stress post-traumatique et la capacité de résilience. Donc, les échelles interrogeant ces dimensions ont été validées et sont des échelles validées et fréquemment utilisées dans ces études. Donc, je précise ici que lors du remplissage de la partie sur la santé mentale, si jamais il y avait le participant indique qu'il y a les échelles révèlent qu'il y a des symptômes élevés, le score est calculé automatiquement par Lyme Survey. Alors, il n'est pas visible par le participant, mais en tout cas, il fait afficher un message de prévention en indiquant que le participant a peut-être des symptômes élevés, alors en cas de symptômes très élevés, et qu'il est conseillé de consulter un professionnel de santé. Et on leur indiquait des liens vers les plateformes de soutien psy réservées aux professionnels de santé, ainsi qu'une liste d'autres dispositifs. Donc ensuite, dans un deuxième temps, les participants ont la possibilité de commencer l'intervention qui aura lieu une fois par semaine pendant 1 mois. À chaque connexion, ils rempliront d'abord le questionnaire PsyStart Responders qui dure en moyenne 2 minutes. Et si l'évaluation n'indique pas de facteur de stress élevé, ils n'ont qu'à se reconnecter la semaine suivante. En revanche, si l'évaluation indique une exposition à des facteurs de stress modérés ou élevés, ils rempliront le programme APD
qui prend environ 10 minutes s'ils n'ont jamais rempli, ou 2 minutes s'ils l'ont déjà rempli et qu'il faut simplement le remodifier. Donc, dans une dernière partie, afin de tester l'efficacité de ce programme, à la fin de leur quatrième semaine de participation, qu'ils aient ou non participé d'ailleurs à l'intervention, s'ils ont déjà, de toute manière, on recontacte tous les participants qui ont participé à l'étude observationnelle. Les participants auront donc à remplir un nouveau questionnaire qui réévalue les mêmes outcomes en santé mentale et les possibles changements de situation qui auraient pu affecter la santé mentale, comme par exemple un événement traumatique. Donc, on étudiera pour les scores de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, de capacité de résilience avant, après l'intervention, pour ceux qui ont participé à l'intervention. Et on comparera également les scores entre ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé à l'intervention. Alors, avant de vous indiquer quelques chiffres sur le recrutement en cours, voici quelques résultats de l'étude pilote qui avait été menée entre le 18 mai et le 25 juin 2020. Donc, les objectifs étaient d'évaluer la prévalence et la distribution de la dépression et de l'état de stress post-traumatique chez les soignants en première ligne et deuxièmement, de tester la faisabilité du dispositif que nous utilisons dans ce projet. Donc, les participants avaient été recrutés dans des hôpitaux publics de la région parisienne. Donc, 42 professionnels de santé avaient répondu avec un taux de remplissage satisfaisant. Et le temps médian de remplissage du questionnaire était de 18 minutes, enfin, raisonnable. Les analyses descriptives indiquaient que 60% des participants présentaient des symptômes dépressifs, dont 21% des symptômes modérés à sévères, et 2 participants présentaient des symptômes d'état de stress post-traumatique. 36% des participants présentaient des facteurs de stress élevés. Le faible effectif ne nous a pas permis de montrer une relation statistiquement significative entre la santé mentale et leur réponse, et l'exposition aux facteurs de stress, mais simplement on a quand même observé une tendance à un niveau plus élevé un niveau de symptômes plus élevé chez les participants qui présentaient des facteurs de stress. Donc, concernant maintenant l'état du recrutement de Psycover, donc à J14, donc hier, il y avait 376 personnes qui avaient rempli le questionnaire d'inclusion et 316 personnes qui remplissaient les conditions d'inclusion. Sur les 316 inclus, 158 se sont inscrits à la partie 1, donc à la partie observationnelle, et 120 ont rempli le questionnaire. Sur ces 120 personnes, 105 se sont inscrits à la partie interventionnelle et 63 ont commencé l'intervention. Donc, l'objectif, d'après nos calculs, il faudrait recruter 1000 participants avant le 18 juin. Donc, en plus de continuer à diffuser l'enquête et en relançant les personnes qui se sont inscrites mais qui n'ont pas encore commencé, nous avons bon espoir d'atteindre notre objectif de recrutement. Et donc simplement pour finir, les applications de ce projet sont, comme on l'a dit, d'améliorer la connaissance sur la santé mentale de cette population en France, d'identifier les sous-groupes qui vont être plus à risque de présenter des événements en santé mentale, mais aussi donc l'implication de ce projet, c'est d'avoir si l'intervention fonctionne, mais d'avoir un bénéfice individuel immédiat pour les participants. Comme on l'a évoqué tout à l'heure aussi, si le programme est efficace, le dispositif pourra être utilisé comme un outil de veille sanitaire. Et puis, la méthode de ce projet pourra être aussi utilisée dans d'autres contextes de crise, car il est transposable aussi dans d'autres pays et à d'autres populations. Un article détaillant le protocole vient d'être soumis au BMJ Open. Et voilà, et je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas pour vos questions. Et n'hésitez pas aussi, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Cécile, pour la présentation de ce projet qui est vraiment important, hein, de la santé mentale des professionnels de santé. On voit bien que actuellement, les équipes sont fatiguées,
Et c'est vraiment, et je pense que ça va nous apporter quand même des éléments importants voilà, sur ce qu'il faut mettre en place, parce que probablement on en a encore un peu on en a pas encore pour quelques temps malheureusement. Et je pense que c'est vraiment c'est un sujet vraiment très 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 important. Alors, comme on n'a pas de questions dans le chat et qu'on a pris un peu de retard. Ah oui, si, alors Candice, Stella, mais très rapidement, hein, comme juste, on va prendre juste une question. Est-ce qu'il y a un lien avec la cohorte ESPER qui est portée par Florence Tubac de l'équipe Pépite de l'IPLESP? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Pour l'instant, non, mais bien sûr que ça serait très intéressant de toute manière de voir comment on peut comment on peut comparer Ouais. des résultats ou même inclure des questions. Je ne sais pas à quel niveau ils en sont dans le lancement de l'étude, mais effectivement de voir comment on pourrait avoir des résultats comparables, bien sûr. Bah, l'étude vient juste d'être lancée, hein. On a tous. Oui, on avait reçu le lien, mais après, voilà, comme c'est un suivi, de toute façon, nous, on sera sur un temps de recrutement beaucoup plus court. Ouais. Et comme le souligne Karine, c'est APHP en fait. Voilà, il y aura voilà. Mais après, forcément, on doute qu'on aura, bon, sur le recrutement, comme c'est une enquête aussi en ligne, on aura peut-être une participation plus importante de toute manière en Île-de-France. Et effectivement, on pourra voir comment on peut comparer certains résultats sur la santé mentale. Ouais, effectivement, ce serait intéressant de faire des ponts. Écoute, merci beaucoup. Partager ton écran, s'il te plaît, comme ça on peut enchaîner sur la dernière présentation donc, de Dominique Costagliola qui fait partie de l'équipe Terravir et qui va nous parler de l'étude Savazar, dont l'objectif est d'étudier la gravité clinique associée aux variants anglais. Dit anglais. Et donc, écoute, merci beaucoup, Dominique. Voilà, on voit tes diapositives. Si tu es en présentation, c'est parfait. On peut démarrer. Alors, bonjour à tous et d'abord, avant tout, merci à toute l'équipe du CMG qui a rendu cette présentation possible. Vous voyez, les résultats, on les a eus simplement hier. Donc, d'abord, quelques éléments. Donc, le variant anglais, en fait, il est détecté pour la première fois au Royaume-Uni en septembre. Et puis, c'est assez lentement, finalement, qu'il est devenu un variant très important en Angleterre et puis, bien sûr, maintenant dans d'autres pays. Et je voulais vous montrer ici, disons, il y a des papiers qui regardent d'autres aspects, mais sur les papiers qui regardent en quelle mesure c'est associé à la sévérité, il y en a 4 et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans ces papiers, par exemple, notamment le premier qui sort dans Nature, parce qu'on ne sait pas bien quand on lit le résumé, ou enfin, il faut vraiment lire de façon extrêmement détaillée l'article pour comprendre au final sur combien de gens porte l'analyse. Puisque vous voyez, on parle au départ de 2 millions de personnes testées positives, mais après, on en a environ la moitié pour lequel on sait quels variants ils ont. Il y a 17 000 décès au total, mais il n'y en a que 4 945 pour lequel on sait quel est le variant. Et ça, c'est l'ensemble des cas survenus entre 2020 et février 2021, entre septembre 2020 et février. Mais dans l'analyse, finalement, on va s'intéresser qu'aux cas à partir de novembre. Bon, donc, c'est assez complexe de retrouver ces petits. Toujours est-il que sur la mortalité, il trouve un surrisque de 1,55 dans les analyses multivariées. Je ne présente là que les résultats d'analyses multivariées. Un deuxième papier, paru dans Eurosurveillance, cette fois-ci s'intéresse aux données d'Open Safely, donc une grande base de données dans laquelle il y a à la fois les données de médecine générale et les données, disons, d'hôpital des Britanniques. Et là, l'étude porte sur la période qui va du 11 novembre au 11 janvier. Et parmi environ 400 000 dossiers, il y en a 184 786 pour lesquels on connaît la nature du variant et donc 847 décès. Et là, à nouveau, on trouve un intervalle de confiance, on trouve un surrisque
associé au fait d'être infecté par un variant britannique qui est de 1,67 avec un intervalle de confiance, vous voyez, qui va de 1,34 à 2,09. Alors, on en était à peu près là quand nous, on a soumis le projet que je vais vous présenter et pour lequel on n'a pas été classé comme relevant de la priorité nationale au motif qu'on avait déjà la réponse à la question. On pourra en rediscuter à la fin. Donc, deux autres papiers soumis, disons, qui sont arrivés plus récemment. Celui de Frampton dans le Lancet. Alors, c'est uniquement des participants hospitalisés dans 2 hôpitaux. Un seul dans lequel il y avait la recherche des variants. Et donc, vous voyez déjà une construction un peu bizarre parce que rien ne dit que les gens qui vont dans 2 hôpitaux sont vraiment très semblables. Et alors, ils vont ajuster sur le fait d'être dans les 2 hôpitaux. Enfin bref, c'est assez bizarre à nouveau comme construction. Et sur un critère que je n'ai pas réussi à complètement comprendre personnellement, qui est quel est le stade de sévérité OMS, donc en prenant les gens qui ont sur l'échelle OMS de 11 niveaux, un niveau supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire des gens qui vont avoir besoin, qui sont, disons, des formes sévères de la maladie. Mais ça, on ne regarde qu'à 14 jours, et au lieu d'être à 14 jours de l'hospitalisation, c'est 14 jours du début du symptôme ou du diagnostic. Donc ça, c'est vraiment un critère que je n'ai jamais vu utilisé dans aucune étude. Ou alors le décès à J28. Donc, vous voyez, un critère très, très, très bizarre. Et une étude toute petite, puisque vous voyez que essentiellement, ça va porter sur 341 sujets par comparaison aux études précédentes. Et là, ils ne trouvent rien, mais sur un critère qu'on a quand même du mal à comprendre. Et enfin, dernière étude, c'est une étude qui vient de sortir dans Eurosurveillance, qui est des données de surveillance en fait, qui ont été transmises à l'ECDC d'un certain nombre de pays qui transmettent les données avec la nature des variants. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour les cas français. Et donc, ils étudient 19 207 cas avec donc, le variant anglais. C'est un autre nom mais c'est bien le variant anglais, le B1.1.1.7, et 3348 qui ne sont pas des variants comme ça qu'on suspecte, donc qui sont le variant précédent. Et ils trouvent pour cette étude donc un surrisque d'hospitalisation de 1.7 et un surrisque d'aller en réanimation, mais bien sûr, l'accès à la réanimation est quelque chose qui peut complètement dépendre de la saturation des hôpitaux et qui est donc un critère qu'il est un peu difficile d'interpréter. Alors, maintenant, l'étude dont je vais vous parler, c'est une étude de cohorte à parier avec une collecte rétrospective des données. Alors, pourquoi on a fait ça? Au moment où la question s'est posée, et c'était une question posée par un groupe de cliniciens, conduit par notamment Xavier Lescure, qui était qu'est-ce qu'on peut dire sur la sévérité du nouveau variant. À cette période-là, il n'y avait pas de cohorte en cours. Vous voyez, French Covid, qui recrute des patients à l'hôpital, a arrêté son recrutement en octobre, va le reprendre, mais ne recrutait pas en janvier, donc au moment où le variant est arrivé en France et a commencé à se répandre et à être recherché surtout. Donc, il n'y avait pas de données comme ça. Et dans les données du SNDS, il n'y a pas non plus d'appariement avec le fait de savoir si les gens ont un Covid avec tel ou tel type de variant. Donc, on était obligé de proposer un schéma d'études autre et on a proposé donc une étude de cohorte à parier avec collecte rétrospective des données. Ça imposait de ne pas vouloir collecter tout et son contraire, hein, puisque c'était a posteriori. On a défini les exposés comme les patients hospitalisés pour un Covid-19 et pour lequel on avait une preuve qu'ils avaient un variant britannique, donc. Et puis, les non-exposés, c'est des patients hospitalisés pour Covid-19, tout pareil, mais avec des variants qui étaient les variants qui ont fait l'essentiel de l'épidémie jusqu'en 2020. L'objectif était de voir quelle était l'association avec la gravité de la maladie, définie comme étant stade OMS strictement supérieur à 5 ou masque à haute concentration, et ceci dans les 29 premiers jours de l'hospitalisation. Le critère d'inclusion, c'est d'être adulte avec un COVID symptomatique positif pour la PCR, ayant eu un criblage, et il fallait avoir été hospitalisé entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021
ou, selon les centres, depuis la mise en place du criblage, puisque ça a pu démarrer à des dates un peu différentes suivant les hôpitaux. Les sujets exposés et non exposés étaient appariés sur l'âge, à plus ou moins 2,5 ans, le sexe et le centre hospitalier ou à défaut la région. Ça, c'était un petit peu pour contrôler sur la surcharge éventuelle dans certaines régions ou dans certains centres. Donc, on avait calculé en fait qu'on voulait mettre en évidence un surrisque de 1,25 pour un taux de gravité attendu de 20%, une puissance de 80%, un risque de première espèce de 5%. Mais on avait aussi calculé que le nombre de paires qu'il fallait pour des risques relatifs plus élevés qui pouvaient correspondre à, je vous rappelle, c'est les deux premiers, disons, une fois qu'on a eu finalisé notre protocole, les 2 premières études étaient parues et avaient trouvé des risques plus élevés. Alors, en termes d'organisation, l'étude est promue par la NRS. Elle a obtenu un avis du comité d'éthique de la SPIL. Il fallait hors RIPH, puisque c'est des collectes de données a posteriori, mais on a quand même eu un avis de comité d'éthique. Donc, il y a l'investigateur et un accord aussi d'EMR pour la CNIL. Et puis, l'investigateur coordonnateur, donc c'est Guillaume Martin Blondel à Toulouse. Au début, c'était Xavier Lescure dont j'ai parlé, mais vous savez que Xavier a été nommé conseiller au cabinet du ministre de la Santé. Donc, il s'est mis en deuxième ligne et c'est donc Guillaume qui est l'investigateur principal. Les responsables virologiques, c'est les virologues de Bichat. Et puis, bien sûr, toutes les personnes du CMG, Lambert, Michel et Faya Amrouni, qui est la statisticienne qui a fait les analyses. Et donc, c'est dans le cadre du réseau Coreb Coquelicot, c'est un collectif de cliniciens de la COVID et notamment avec pas mal de représentants de la PHP. Alors, en termes de méthode statistique, on a défini que toutes les... Il me semble que j'ai dû... Oui, si, c'est ça. Voilà. Donc, la population d'analyse, c'est toutes les paires qui respectent les critères d'éligibilité. Et puis, le critère principal, on va l'analyser avec une régression logistique stratifiée par paire. Et puis, quand on a une valeur manquante, on va considérer que c'est considéré comme de la gravité. Et puis, les critères secondaires, notamment décès ou le délai jusqu'à l'hospitalisation, par exemple, on va les analyser avec des méthodes de survie. Et les valeurs manquantes vont être censurées, les perdus de vue vont être censurées à la date des dernières nouvelles. Alors voilà, on a eu finalement 1556 dossiers créés sur le CRF, 102 qui ne répondaient pas aux critères d'éligibilité. On avait une première phase où les gens nous envoyaient une liste des patients éligibles et c'est nous qui faisions l'appariement parmi ceux-là et on leur renvoyait cette liste. Et normalement, après, ils devaient remplir le CRF. Mais finalement, après vérification, vous voyez, il y a quand même des patients qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Il y a un certain nombre de personnes exposées ou non exposées qui n'ont pas trouvé leur correspondant, pas de pair donc. Et au final, on a 1308 personnes à parier sur l'âge, le sexe, et donc, comme je l'ai dit, le centre ou la région. Ce qui nous fait 654 paires. Donc, vous voyez que si on reprend le tableau qu'on avait là, 654 paires, ça veut dire que le risque que l'on peut détecter, c'est entre 1,3 et 1,4. Merci beaucoup, Dominique, de nous présenter ces résultats en avant-première. C'est vraiment une avant-première. Donc, je vais envoyer les diapos aux investigateurs avant de rejoindre cette réunion. Non, merci beaucoup. Des résultats qui confirment quand même l'ensemble des données qui étaient disponibles dans la littérature. C'est vrai qu'on était un petit peu étonnés de cette étude dans le Lancet Infectious Disease, qui était parue récemment, qui n'allait pas dans le même sens. Mais donc, à mon avis, ils n'ont pas la puissance, ils ont un critère très bizarre. Et aussi même la structure, puisqu'ils disent on utilise les données de 2 hôpitaux, mais il n'y a qu'un seul hôpital où il y a réellement du séquençage qui est fait.
Ouais, c'est à UCL hein, que le séquençage est fait, ouais, tout à fait. Alors, donc on va regarder les premières questions qui sont posées. Donc, les patients, ça c'est Fabrice qui pose cette question, les patients ne sont pas appariés sur la période qui pourrait être associée à des évolutions sur les modes de prise en charge, mais la période, elle est très courte, la période d'inclusion, elle est très très courte, d'après ce que tu nous as montré. Oui, pour répondre quand même, évidemment que c'est quelque chose auquel on avait pensé, mais les gens ne peuvent être inclus qu'entre le moment où ils ont commencé à faire du screening systématique et le 28 février. Donc, ça s'étend, disons, en gros, à peu près du 11 janvier au 28 février. Ouais, c'est très court. Une pratique sur cette pratique, je n'y crois pas trop. Mm. C'est un élément de discussion, bien entendu. Et Bertrand se pose la question, c'est est-ce que vous avez regardé le rôle éventuel de la charge virale ou de la virulence? Est-ce que vous avez recueilli, par exemple, les valeurs de CT, mais c'est vrai que c'est compliqué de les comparer entre les techniques, mais est-ce que vous avez, voilà, c'est quelque chose que vous avez regardé ou vous comptez faire? Non, pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire on fait une collecte rétrospective. Donc, voilà, je pense, même si on les avait enregistrés, je ne me souviens plus si c'est le cas, mais Lambert pourra nous le rappeler, vous voyez, je serais un peu dubitative des interprétations qu'on peut faire, en plus des comparaisons qu'on peut faire en fonction des techniques utilisées. On sait bien qu'entre deux techniques, ça n'a pas tout à fait le même sens. Alors même si là, comme on prend des gens du même centre, pour ceux qui sont appariés dans le même centre, on pourrait ils ont pensé que c'est la même technique, mais vraiment, ça me paraîtrait très difficile de pouvoir aller plus loin dans cette direction. Après, juste pour commenter, là, on a un papier là, qui a été accepté dans CMI, justement sur les niveaux de charge virale entre les différents variants. Et on a, c'est pas en CT, hein, c'est vraiment en nombre de copies hein, par millilitre, puisqu'on a pu ajuster. Puis c'était toujours avec la même technique, donc parce que c'était, alors c'est avec le biais que ce soit monocentrique, mais on voit, enfin ce qu'on montre bien, hein, c'est qu'il y a une charge virale qui est plus élevée avec le variant anglais par rapport à la souche initiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que les charges virales du variant sud-africain sont intermédiaires entre les deux. Ça m'intéresserait si tu peux m'envoyer le tiré à part. Avec plaisir. Et dernière question avant qu'on passe à la table ronde pour qu'on ait le temps de discuter cette vraiment très intéressante question de l'immunité collective. Karine demande s'il y a des bases physiopathologiques hein, pour expliquer cette plus grande sévérité. C'est peut-être pour toi, Geneviève. Ouais, bah... J'aurais dit pareil. Ouais, bah, des bases physiopathologiques, non, pas vraiment, mais... La charge virale, la virulence. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. En dehors de cette charge virale, cette charge virale et de, comment dire, et d'une transmissibilité plus importante, et voilà, peut-être d'une virulence plus importante. En dehors de ça, ça reste ouvert. Hein. Je pense qu'il faut aussi, il y a sans doute des choses à faire sur des modèles in vitro de culture avec la mesure des cytokines qui peuvent être sécrétées voilà, en comparaison avec les différents variants. Donc, il y a tout un tas de choses hein, qui peuvent, je pense, être explorées sur un plan plus, on va dire, in vitro pour avoir des bases, d'autres bases de réflexion. Et puis, il y a Florence oui, qui me suggère que la cohorte Covidef, hein, qui a inclus 500 patients et dont les recrutements est terminé, pourrait contribuer à répondre à cette question. Donc, je pense que c'est une bonne suggestion. Il faudrait qu'on en discute avec Florence. Oui, avec la limite, vous avez vu, enfin, ça dépend quel va être le pourcentage de chacun des variants, quoi, mais voilà, vous avez vu un peu des idées de quelle taille il faut pour voir un effet, mais c'est certainement intéressant. S'il y a des prélèvements,
si Ouais. elles sont disponibles, parce que on pourrait faire du systématique et alors ça éliminerait le risque principal de biais qu'on a dans notre étude, qui est à mon avis lié au fait qu'on n'a pas forcément, vous voyez, l'ensemble de tous les patients infectés par le variant anglais hospitalisés dans ces périodes-là, dans ces hôpitaux-là. Ouais, ben voilà, mais c'est bien, ça nous fait des choses à discuter et à faire. Et ben, merci beaucoup Dominique pour cette présentation et puis ces résultats vraiment intéressants. On va passer donc à la table ronde que Pierre-Yves va animer sur donc, le thème de l'immunité collective. Merci Anne-Geneviève. Donc, ben voilà, on va pouvoir commencer à prendre les questions. Donc, peut-être juste en attendant que les questions arrivent, on peut faire un rappel sur de quoi il est question. Donc, l'immunité collective, c'est ce qui fait la grosse différence et la spécificité en fait des maladies transmissibles. Et donc, c'est l'idée que finalement, à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes qui ont été infectées, eh bien, la maladie ne peut pas pouvoir continuer à se transmettre parce que ce qui permet à une maladie de se transmettre, en fait, c'est le fait qu'une personne infectée puisse trouver au moins une personne susceptible à infecter au cours de sa vie infectieuse. Hein, c'est l'idée du ratio de reproduction. Et donc, à partir du moment où cette recherche d'une personne à infecter devient infructueuse parce qu'il y a suffisamment de personnes qui sont immunisées, la maladie, en fait, ne peut que s'éteindre, régresser, en tout cas, ne peut plus faire des grandes chaînes de transmission. Donc, dans une maladie transmissible comme ça, bien sûr, un des problèmes essentiels, ça va être d'essayer de savoir à partir de quand, de manière naturelle, finalement, parce que les personnes auront été infectées, on va se retrouver dans cette conformation avec la possibilité de grandes chaînes de transmission, parce que, en fait, suffisamment de population aura été infectée. Donc peut-être on peut commencer avec plusieurs choses. Voilà, c'était exactement la question, essayer de répondre à la question de Fabrice. Alors peut-être je pourrais laisser Nathanaël dire quelques mots sur le travail qu'ils ont fait autour de essayer de savoir où on en est aujourd'hui, donc en termes de pourcentage d'immunité dans la population française. Donc Nathanaël, si tu veux bien commenter les chiffres que vous avez obtenus. Nathanaël ne veut pas nous parler. Nathanaël n'est pas là. Je suis là. Est-ce que tu m'entends, Pierre-Yves? Oui, oui, voilà, c'est bon. Bon, voilà, je touche le micro. Oui, alors c'est à la hauteur de ce à quoi j'ai participé. Je pense que tu fais allusion donc, au travail qui a été réalisé essentiellement dans l'équipe de Simon Cauchemez, mené par mon homonyme Nathanaël Osé, qui est postdoctorant chez Simon et auquel on a été associé via l'étude Sapris Séro, dont Fabrice est coordonnateur. Donc, justement, cette étude, ça visait essentiellement à essayer de reconstruire des courbes épidémiques de sujets infectés à partir des courbes d'hospitalisation obtenues d'après le registre civique qui est mis à disposition par Santé publique France, et donc de différentes hypothèses sur les taux d'hospitalisation par sexe et par classe d'âge qu'on avait déjà estimé dans une petite étude précédente, toujours avec l'équipe de Simon et toujours d'après données Sapris Séro. Donc voilà, donc ta question initiale, je ne vais absolument pas pouvoir y répondre pour ce qui est de l'immunité aujourd'hui. Tout ce que je peux éventuellement partager, c'est les chiffres donc, qui ont été publiés dans le cadre de cette étude. Donc, ça a fait l'objet d'un Lancet Public Health il y a quelques semaines, et avec des estimations de taux d'attaque par région et en France métropolitaine, à la fin du premier confinement, à la fin de la deuxième vague et pour les dernières mi-janvier. Et alors donc dans le cadre de ce qui nous intéresse là pour l'immunité collective, c'est évidemment les chiffres de mi-janvier qui vont être les plus proches de ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, même si forcément ils vont
en supposant que cela soit que la calibration soit correcte dans cette étude, ça va sous-estimer les taux d'attaque actuels. Et donc, pour juste donner un ordre de grandeur, alors sur la France entière, on était dans les 5,5-6% de… non, excusez-moi, je dis des grosses bêtises, ça c'était en mai dernier. On était plutôt dans les 10% de taux d'attaque en France métropolitaine, mais avec une très grande hétérogénéité d'une région à l'autre. L'Île-de-France qui cassait la baraque avec, je ne sais plus, ça devait être dans les 25% à peu près, 20% de, non, j'ai des bêtises, 25%, voilà, je reprends les chiffres, 26% de taux d'attaque en Île-de-France et d'autres régions beaucoup plus épargnées. Là, je crois que c'est la Bretagne qui est en queue de peloton avec 5%. Donc voilà, j'ai dit une bêtise au début, ce n'était pas 10%, mais 15% sur la France métropolitaine. Donc 15% avec une hétérogénéité entre 5 et 25% à la louche. Donc voilà, ce 15% ne veut peut-être pas dire grand-chose, déjà parce que, en supposant qu'il soit bien calibré, ça date déjà d'il y a 3 mois, ça a augmenté depuis. Et puis, au niveau régional, il y a une telle différence que c'est difficile d'avoir une grande idée là-dessus. Et donc voilà, juste avant de te laisser la parole, Pierre-Yves, donc je ne crois pas qu'il y ait eu de réactualisation vraiment publiée de ces chiffres depuis. Mais l'équipe de Simon Cauchemez a sorti la semaine dernière un petit rapport sur les prévisions sur l'évolution de l'épidémie avec différentes hypothèses sur les chiffres actualisés. Merci Nathanaël. Donc en fait, comme Dominique l'a indiqué, en fait, les chiffres sont effectivement actualisés par rapport à ce que tu as dit. Et donc là, on a ce qu'il en est pour l'immunité naturelle, hein, acquise par la transmission de la maladie pour la France métropolitaine. Donc en fait, à quoi tu faisais référence, c'est effectivement qu'on était plutôt à 10% début janvier, mais 15%. Voilà, 15%. Donc on est en fait un peu plus élevé maintenant. Et comme tu l'as dit, en fait, il y a des disparités qui sont extrêmement fortes, puisque quand on regarde en fait l'Île-de-France, on est avec des niveaux de séroprévalence, donc de personnes qui ont été exposées à l'infection qui seraient aujourd'hui peut-être de l'ordre de jusqu'à 40%, et puis d'autres régions dans lesquelles effectivement c'est encore plus faible aujourd'hui. Ils ont aussi publié des cartes où ils prenaient en compte ce qui était lié à la vaccination, qui est la question de Fabrice. Et alors, le chiffre dont je me souviens, c'est que c'était à nouveau très variable suivant les régions, mais que c'était à peu près 50% en région parisienne, entre avoir eu la maladie et ou avoir été vacciné au moins une dose. Oui, donc effectivement, il faut rajouter par-dessus l'immunité vaccinale. Et donc là, en fait, c'est un peu compliqué de savoir comment elle s'additionne exactement, puisque on va pas avoir, voilà, on n'a pas vacciné systématiquement que des personnes qui n'avaient pas été obligatoirement non infectées avant. Et donc, de toute façon, en fait, ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que le but disons que les quantités dont on pense qu'elles sont à peu près raisonnables en termes de quel pourcentage de population il faut pour pouvoir réduire notablement ces grandes chaînes de transmission, c'est sans doute de l'ordre de entre 60 et 70% en conditions normales de contact. Et donc que même avec un pourcentage qui serait de l'ordre de 20%, entre 20 et 30% aujourd'hui, France entière, on voit qu'on est encore loin et la vaccination, même si elle augmente, en fait, n'est sans doute pas encore de nature à faire qu'on soit passé au-dessus du seuil. Alors, donc je vais reprendre donc j'ai vu qu'il y avait une question autour de la situation en Inde par Anne-Geneviève. Alors effectivement, la situation de l'Inde est assez problématique en ce moment. On a tous les idées de cette grande
de cette transmission qui devient plus importante aujourd'hui. Alors, moi, je ne sais pas tellement répondre à pourquoi ils observent ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on voit tous quand même que l'une des grandes problématiques, c'est qu'en l'absence de vaccins, en l'absence d'autres interventions possibles, finalement, la transmission, elle peut repartir de manière extrêmement rapide à partir du moment où les comportements des personnes changent un peu. Il peut y avoir, bien sûr, aussi les conditions environnementales, hein, la météo et ce genre de choses. Et que donc, en fait, c'est tout le problème, finalement, de contenir une maladie transmissible par des moyens qui sont de type réduction des contacts, hein, c'est que c'est extrêmement peu robuste. Dès qu'il y a des relâchements, eh bien, ça peut repartir et qu'en fait, donc, la vraie et seule solution pour réduire la transmission, c'est de passer au-dessus de ce seuil d'immunité, que ce soit donc par naturel ou bien par vaccination. Alors, j'essaie de reprendre les... Parce que moi, Oui, Anne-Geneviève. j'avais posé cette question, Pierre-Yves, parce que finalement, enfin, d'après les données qui ont été montrées, c'est qu'à New Delhi, le pourcentage de personnes qui avaient été en contact avec le virus était quand même déjà très important, et que pourtant, alors ils n'étaient pas, je crois, au niveau de ces 60%, mais c'était quand même assez élevé, et que malgré cela, ils voient ce pic épidémique en ce moment. Alors, tu as raison, hein, qui est sans doute lié à des grandes manifestations, des grands rassemblements qui ont eu lieu, mais même avec des taux comment dire, de prévalence assez élevés, on est quand même un peu... Oui, alors je pense qu'en fait, en Inde, c'était... Enfin, je ne crois pas qu'on était dans l'idée qu'en Inde, on avait eu des taux de contamination qui étaient aussi hauts. On a beaucoup parlé pour le Brésil et ça pose toute la problématique après de la qualité de l'immunité, du problème des variants avec un échappement immunitaire qui est possible et qui va jouer dans le sens contraire en fait à cette immunité collective. Puisque grosso modo, à partir du moment, il faudrait que... donc on sait que suivant les virus qu'on considère, il y a des virus dans lesquels l'immunité qui est acquise par une première infection est extrêmement bonne. Donc c'est généralement des virus, par exemple comme la rougeole. On sait que la première infection va donner une immunité qui est lifelong et que l'immunité vaccinale est à peu près d'aussi bonne qualité. Et donc ça veut dire que finalement, quand on a une vaccination, il n'y a pas de transmission qui reste possible ensuite. Il y a des maladies comme la grippe dans lesquelles on sait que ça ne se passe pas du tout de la même façon, puisque la grippe, finalement, il y a un phénomène d'échappement génétique et d'évolution du virus qui fait que l'immunité qui a été acquise avec des infections précédentes, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, c'est qu'elle est bonne contre le variant du virus grippal que l'on a obtenu, avec lequel on a été infecté à un moment donné, et que finalement il y a cet échappement et cette diversité génétique qui fait que les virus se sélectionnent parce que justement ils ont cette capacité d'être plus transmissibles étant donné le paysage immunologique qui existe dans la population. Et donc c'est effectivement toutes ces grandes questions qui se posent pour savoir en fait dans quelle mesure l'immunité vaccinale va pouvoir, enfin l'immunité en général va pouvoir être une réponse au problème du coronavirus. Donc en fait, je voulais vous montrer peut-être ce graphique qui est dans un récent Nature, un commentaire de Nature, dans lequel en fait ils expliquent un petit peu les différents scénarios qui peuvent se passer vis-à-vis de cette évolution du virus et de l'immunité vaccinale, avec l'idée que finalement, dans le meilleur des scénarios, disons, l'immunité acquise et l'immunité vaccinale vont être suffisantes et le virus ne va pas trop muter, et donc du coup, on pourrait avoir une disparition totale du virus à partir de ce moment-là.
Bien sûr, en fait, ce qui peut se passer, donc ça c'est la première colonne, là, hein, dans lequel voilà, ça pourrait se passer. L'autre chose, c'est que il pourrait se passer que finalement le virus ne va pas, enfin le vaccin et l'immunité vaccinale ne va pas être de mesure stopper la transmission, mais va plutôt simplement agir sur la sévérité de la maladie. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un virus qui s'installe et qui continue à circuler et finalement qui pourrait s'insérer dans la circulation des virus endémiques. Hein. Donc ça pourrait être un des scénarios vers lequel on va. Alors, donc les écoles jouent un rôle limité dans la transmission. Alors ça, bien sûr, ça reste des choses qui sont éminemment discutées. Peut-être Vittoria pourrait dire un mot autour de ça, si tu es là, Vittoria. Oui, mais je me suis déconnectée pour quelques instants. Tu peux me rappeler la Vittoria, question? est-ce que tu pourrais dire un mot autour finalement peut-être de ce qu'on sait du rôle des écoles et des plus jeunes en général aujourd'hui sur la transmission? Oui, j'ai vu la question que Marie a posée. Effectivement, alors je pense que peut-être un des papiers auquel tu fais référence, Marie, à celui de l'Italie, est un des papiers qui a créé énormément de bases en Italie autour de la question de l'école et qui disait que l'école était assez safe donc, et qui a poussé le gouvernement apparemment à les rouvrir. Je pense que toute la difficulté reste dans l'interprétation du risque qui, bien évidemment, reste un risque de transmission aussi dans les écoles et que peut-être ce n'est pas les risques les plus importants, mais une fois qu'on va réduire et fermer énormément d'autres endroits, comme par exemple, on va pousser le télétravail au maximum, on a resto, bar, gym, théâtre, musée, etc. Fermés. Il y a peu d'autres endroits où le virus peut effectivement se propager. Donc, nous, on s'est retrouvés, par exemple, avant les mesures renforcées avec 40 000 cas par jour. Ces transmissions doivent avoir lieu quelque part. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui est qu'il reste que les enfants ont une susceptibilité réduite par rapport aux adultes. Les adolescentes se comportent plutôt comme des adultes asymptomatiques, donc elles font peu de formes cliniques, mais en même temps, elles peuvent transmettre, semblerait, comme les adultes. Et surtout, ça reste important parce qu'ils ont énormément de contacts qui sont établis pas seulement à l'intérieur des écoles, mais aussi à l'extérieur quand ces rencontres. Là, c'est un autre sujet qui a besoin d'être un peu distingué, un peu pris en considération, dans le sens que quand on parle de la fermeture des écoles, par exemple, comme mesure de ralentissement des freinages d'une épidémie, il y a tout un tas de choses qui vont aussi avec. Ce n'est pas seulement qu'on évite la transmission à l'intérieur des écoles, on évite, si on a des mesures de plus ou moins de confinement, on évite aussi des contacts qui sont à l'extérieur et aussi on force quand même, on entraîne aussi des comportements différents sur les parents qui peuvent peut-être sont censés ou contraints à rester à la maison et donc ne pas aller sur le lieu de travail. Donc, il y a tout un certain nombre de phénomènes qui sont associés en fermeture. Pour les enfants en bas d'âge, on a des évidences du terrain qui montrent qu'ils sont on peut dire dans la tranche d'âge de l'école primaire, qui sont plutôt peut-être moins transmetteurs par rapport aux adolescentes. Et il y a par exemple l'étude de l'Institut Pasteur qui montre que le risque de cas index d'un foyer augmente, donc le risque d'avoir un cas d'un foyer augmente avec un enfant qui est soit à l'école maternelle, très bas d'âge, soit lycée-collège. Et ces types de résultats viennent d'être aussi confirmés par une autre étude qui a été publiée la semaine dernière sur Science. Donc, c'est un peu ça. Je pense que le sujet est très complexe dans le sens qu'il y a énormément des enjeux qui ne sont pas seulement ce qui se passe à l'école,
là, on sait que tous les moments de convivialité et aussi, bien évidemment, de déjeuner à la cantine sont des moments importants parce qu'on est sans masque. Il y a le nombre de contacts plus élevé chez les enfants qui va compenser en partie la susceptibilité réduite. Et donc, voilà, il y a c'est un phénomène assez complexe et ça ne m'étonne pas il a été abordé de façon peut-être un peu exagérée d'un côté, un peu exagérée de l'autre, donc pas de risque, oui, énormément de risques, sans vraiment cibler ces risques qui restent intermédiaires sans doute. Petit ajout, c'est qu'on voit des données sur les vacances, que les vacances scolaires de la Toussaint et les vacances scolaires aussi du mois de février sont concurrents avec un ralentissement temporaire de l'épidémie. Merci, Victoria. Donc, on va juste finir avec peut-être le commentaire de Fabrice autour de l'immunité collective et des enfants. Donc, après... Oui. Ça rejoint ma question que tu as laissé passer, mais il faudrait atteindre, pour avoir l'immunité collective, 60 à 70%. Oui. Je pose la question, y compris avec le variant anglais. Voilà. Y compris avec le variant. Donc, en fait, c'est ce que j'ai essayé de toucher tout à l'heure, c'est-à-dire que, bien sûr, le problème, c'est comment l'immunité acquise va protéger. L'immunité acquise avec un variant historique protège contre le variant anglais. Donc, pour l'instant, on n'a pas obligatoirement, je pense, d'évidence trop grande que la réinfection avec le variant anglais soit si prévalente que ça, même si... et ensuite, bien sûr, il y a tout le problème de la protection vaccinale vis-à-vis de ces nouveaux variants. Pour le variant anglais, on n'est sans doute pas... certains, les vaccins actuels, Pfizer, semblent garder une efficacité, mais tout le problème, c'est les autres variants qui peuvent être sélectionnés dans la mesure où, en fait, et c'est l'un des grands problèmes de rester à des niveaux de circulation du virus qui sont hauts, c'est que finalement, on offre plus de possibilités à l'émergence et la sélection de variants pour lesquels finalement l'immunité, ceux qui vont se sélectionner obligatoirement seront ceux qui échapperont le mieux possible à l'immunité qui est déjà acquise dans la population. Je faisais plutôt appel au côté, comme il est plus transmissible, à un taux de reproduction de base plus élevé. Bien sûr. Du coup, 60-70%, ça suffit. Est-ce que ce n'est pas plutôt 75-80? Alors, ça sera effectivement plus élevé. Maintenant, comme on l'a dit, étant donné que ce variant arrive à un moment où il y a déjà une proportion de la population qui va être immunisée, on n'a pas, ça ne va pas s'ajouter mécaniquement. Ça va sans doute donner quelque chose qui sera un peu supérieur peut-être à ce qu'on aurait eu avec un seul variant, mais pas comme si on était parti directement avec ce variant au départ. Et donc, dernière chose sur la vaccination des enfants. Alors, donc, en gros, voilà, il faut qu'on table sur sans doute 60-70%, et suivant les variants, peut-être un peu plus. Ce qui veut dire que sans doute, il va falloir à un moment donné vacciner les plus jeunes. Alors, je ne sais pas ce que tu appelais enfant, Fabrice, mais sans doute qu'effectivement, et c'est des choses qui ont été montrées par exemple dans les travaux faits avec Simon Cauchemez à Pasteur autour de quelles sont les conditions qui permettraient de revenir à une vie normale avec... donc, qu'est-ce qu'il faudrait en fait comme couverture vaccinale pour pouvoir revenir à une vie normale, dans lequel il montre que finalement, il faudrait sans doute vacciner, disons, au moins 80% des plus de 15 ans pour qu'on arrive à une situation dans laquelle on n'ait plus d'excès de grand nombre de personnes qui soient hospitalisées et en réanimation pour rester finalement à des niveaux qui sont acceptables. Donc, sans doute qu'effectivement, la vaccination
des plus jeunes va se poser comme question. Donc sans doute au moins à partir de 15 ans. Et après, je pense que c'est des questions extrêmement intéressantes de savoir s'il faut vacciner les enfants. Ça, je ne sais pas si on est capable de dire aujourd'hui ce qu'il en est. On sait que la protection, l'immunité qui est induite par les vaccins à ARN est sans doute extrêmement bonne, mais extrêmement ciblée également, contrairement à une immunité naturelle qui va pouvoir être peut-être un peu moins bonne, mais couvrir peut-être un peu plus de diversité virale. Et donc, ça, c'est vraiment des questions intéressantes de savoir si on doit vacciner des enfants, surtout si le virus s'installe. Si le virus disparaît, la question ne se posera plus, bien sûr. Mais si le virus s'installe, je pense que ça sera vraiment quelque chose à terme, sans doute qu'on va plutôt aller vers une situation où ce virus se transmettra comme les autres et deviendra un virus, une maladie infantile. Et finalement, les enfants seront infectés quand ils seront jeunes et ne feront plus jamais d'infection sévère avant d'être plus vieux. Mais je crois que là, vraiment, on est dans l'expectative, de savoir comment ça va pouvoir se passer. Et donc, voilà, 2022 nous dira. Mais avant, c'est plus difficile. Donc, eh bien voilà, donc on a dépassé un peu notre temps. Donc, merci à tous pour vos interventions et pour vos questions. Et, merci Pierre-Yves. Merci Fabrice pour cette organisation sans faille. Oui, et je dois dire que plus les séminaires passent, plus ils sont passionnants. Donc je remercie encore une fois tous les orateurs et tout l'auditoire. On a dépassé un pic de 110 participants pendant la réunion, ce qui est loin d'être négligeable. Donc vous retrouverez ces communications sur YouTube et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour un prochain séminaire. Donc je ne sais pas s'il sera avant les vacances d'été ou après, mais je suis sûr qu'on reparlera encore du Covid et qu'il y aura encore d'autres séminaires pour la suite.